me retourner vers Valérie Ducret, médecin du travail à la ST25. Bonjour, Dr Ducret. Comment vous intégrez, comment vous intégrez dans cette démarche plutôt? Donc les services de santé au travail ont parmi leurs missions une action au niveau des adhérents, au niveau des entreprises, et c'est donc dans ce cadre-là que s'intègre tout à fait bien le conseil que l'on peut apporter en termes de prévention des risques professionnels. En tant que médecin du travail, je suis particulièrement attentive dès lors que cette thématique est abordée, que ce soit lors d'entretiens un peu informels avec les employeurs ou avec les salariés, ou alors lors des CE2SST. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, le document unique est un document réglementaire, mais ce serait vraiment dommage de le limiter à juste cet aspect réglementaire. Et je pense que c'est vraiment indispensable d'en faire un outil pour une meilleure prévention des risques. Donc dans l'exemple des Francas, là, il existait un document unique qui avait été fait depuis de nombreuses années, qui avait été fait par un organisme extérieur en fait. Et c'était un document qui répondait parfaitement à la réglementation, qui était bien formalisé, très complexe, etc., bien ficelé, mais qu'on avait un peu mis de côté parce que l'entreprise ne s'en était pas emparée, en fait. Et au décours d'un CHSCT, il est apparu aux élus et aux dirigeants qu'il était nécessaire de se repencher attentivement sur la prévention des risques professionnels. Et donc cet outil, le document unique, est apparu comme l'outil utile. Et déjà, il y avait déjà donc une base de travail pour évaluer les risques. Mais alors après, là, il restait la démarche à mettre en place, et c'est ainsi que du coup, j'ai proposé l'intervention d'un IPRP de notre service de pôle prévention, en la personne donc d'Étienne Bichon qui est ici. Eh bien, ça tombe bien. Effectivement, on va lui poser la question directement. Étienne Bichon, bonjour. Bonjour. Expérience, témoignage, suite aux propos de Valérie Ducret, qu'est-ce que vous auriez à rajouter pour illustrer finalement votre intervention? Tout d'abord, oui, effectivement, les entreprises ont toujours un grand besoin de se faire conseiller sur le document unique, donc autant pour la phase d'élaboration ou d'approfondissement. Donc, dans notre service, on a mis en place deux formats possibles. Donc, le premier, qui est finalement le plus simple, ce sont des ateliers DUER, qui sont des réunions d'information quasiment mensuelles, en visio ou en présentiel, en fonction. Voilà. On limite généralement à 10 adhérents en même temps, et l'objectif, c'est de donner la démarche, les points clés pour réussir, et de fournir les premiers outils qu'on a développés, qui s'appellent le pack DUER, donc dans lequel on va retrouver un Excel prêt à l'emploi pour formaliser le document unique, ainsi qu'un certain nombre de fiches et de guides pour justement bien suivre et bien comprendre la démarche. Dans le cas des Francas, effectivement, c'était une démarche plus poussée qu'on attendait, puisque l'objectif était élargi. On voulait aller vraiment transformer ce document unique en véritable outil. Donc là, on a proposé de travailler sur un accompagnement en prévention, avec un objectif de transférer des connaissances et des outils. Et on a commencé donc la démarche en créant un comité de pilotage avec l'entreprise, comité qui se voulait paritaire, et dans lequel, donc on était deux intervenants d'AST25 à accompagner l'entreprise, moi en tant qu'IPRP et ma collègue en tant qu'assistante technique. Et donc on a pu, au cours d'une première réunion de cadrage, de justement présenter le risque professionnel, comment l'évaluer, quels sont les outils disponibles, et puis comment s'organiser dans le temps. Ensuite, on a été sur le terrain avec des binômes qu'on a constitués au sein même du comité de pilotage. Et donc, sur le terrain, on a pu échanger avec les salariés pendant leur activité pour voir un petit peu les risques présents, les problèmes qu'ils rencontraient, et aussi le travail réel, à la différence du travail prescrit, hein, où on a un écart qui peut faire apparaître le risque. Et ensuite, à mesure, avec quelques points étapes réguliers, on a remonté les informations pour intégrer dans le document unique, et donc la démarche est toujours actuelle. Travail spécifique, évidemment, on le précise, hein, les Francas du dos, plus de 50 salariés. On verra là aussi qu'on n'est pas sur la même chose en réalité, on va y revenir. Je me retourne vers vous, Olivier Brasseur-Legris, sur l'importance notamment et la sensibilisation des salariés, mais aussi des instances représentatives du personnel sur le sujet. Oui, comme le dit très bien l'intervenant précédent, on a voulu redessiner la fonction du document unique.
Et là, peu importe la taille de l'entreprise, peu importe qu'elle soit lucrative ou non lucrative, associative ou productive ou en service, la question c'est surtout de penser le management en termes de collaboration avec ses salariés, d'implication des salariés et donc d'appréhension de son niveau de risque et de sa vision de son poste de travail. Vous évoquiez tout à l'heure la question du travail prescrit et du travail réel. Quand je parlais des leviers d'innovation tout à l'heure ou de management, on est véritablement dans la réalisation effective du travail. Et là, si vous avez une démarche un peu top-down, une approche très verticale, où vous faites un document que vous confiez à votre responsable qualité ou à votre responsable des ressources humaines, en se disant de toute façon c'est du juridique, donc c'est son job. Vous vous déconnectez complètement des capacités d'innovation ou d'imagination des postes de travail, ou voire même d'adaptation de la technique. Il est évident que dans les leviers techniques que nous avons, dans les leviers de marge de productivité que nous avons, et quel que soit encore une fois le type de service que vous proposez, ce sont les salariés de terrain qui vont vous le donner. Et ça, l'approche par les risques permet d'éviter d'avoir une approche par la faute et permet d'éviter d'avoir une approche par l'injonction. Et là, vous avez les deux éléments qui sont réunis pour une collaboration et une implication de l'ensemble des salariés. Alors oui, ça passe par les représentants aussi du personnel. Étienne Duchamp, justement, là, quand vous intervenez comme ça en entreprise, vous vous appuyez sur quels documents, sur quels outils sur le terrain? Donc il y a des choses qu'on a formalisées parce qu'on sait qu'ils seront utiles dans la démarche, et puis il y a des choses qui sont à créer avec l'entreprise. Dans ce qui est formalisé, on a un document, une feuille A4 en fait, qu'on appelle la map risque. Et en fait, c'est un format A4 sur lequel on va retrouver les 7 familles de risques. Donc c'est nous qui l'avons un petit peu imaginé comme cela. Et sur ces 7 familles, on va retrouver tous les facteurs de risque qui peuvent être présents sur chacune des situations de travail. Et l'objectif, c'est d'emmener ce document sur le terrain, et ensuite on peut se questionner sur la présence ou non du risque en barrant, en mettant un point d'interrogation. Voilà, ça permet de poser concrètement certains risques. Donc visuellement. Ni plus ni moins que des cartographies avec votre expertise externe, et ça, Olivier, c'est précieux. Oui, ça paraît très techno de l'extérieur. C'est pour ça que c'est toujours donné à des responsables en chef ou des chefs de projet. En fait, cette vision autour des risques permet d'avoir une photographie préalable. C'est que vous avez un négatif qui vous permet ensuite d'imprimer la couleur que vous souhaitez dans l'entreprise ou dans l'organisation que vous pilotez. Et ça, c'est extrêmement précieux d'avoir le bon négatif. Vous y mettez ensuite l'alchimie nécessaire avec les collègues, avec les opérateurs terrain, et vous avez une restitution qui est déjà un outil de pilotage et un outil de priorisation, parce que le temps est précieux, y compris sur ce plateau, et le temps est précieux pour nous aussi. Et gagner du temps avec des experts métiers et pas un cabinet de conseil qui va vous faire une approche ad hoc en copier-coller, vous avez quelque chose de sur mesure. En fait, vous avez de la haute couture du document sans passer par la technocratie dont on a l'habitude de parler. Merci pour vos éléments à tous les deux. 13h45, nous sommes en direct, je vous le rappelle. Vous pouvez intervenir, poser vos questions dans le chat du live YouTube que vous suivez, mais également par téléphone, par SMS, c'est plus pratique. 06 117 217 63, 06 117 217 63. On essaiera de reprendre vos questions et de les synthétiser sur la fin de cette émission. On me dit que le docteur Christine Manteau est connectée avec nous pour la DRETS, donc la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Docteur Manteau, peut-être, est-ce que vous pouvez nous présenter les missions globales des services prévention santé au travail interentreprises, ce qu'on appelle SPSTI, notamment avec les modifications apportées par la loi du 2 août 2021? Alors en effet, depuis le 31 mars 2022, donc les services de santé au travail ont changé de nom et ils s'appellent dorénavant donc services de prévention et de santé au travail. On les nomme donc les SPST. Donc les missions des SPST sont prévues par le Code du travail et par la loi du 2 août 2021. Leur mission principale, c'est d'éviter toute altération de la santé des travailleurs, donc du fait du travail, et de préserver au cours de la vie professionnelle un état de santé compatible avec le maintien en emploi. Donc pour cela, les SPST conduisent des actions en santé au travail et le but, c'est de préserver la santé physique et mentale des travailleurs, et ceci tout au long du parcours professionnel. Christine Manteau, on parle souvent du médecin du travail qui travaille tout seul. Est-ce que c'est une idée reçue ?
Alors non, donc en SPST, donc le médecin du travail anime et coordonne une équipe pluridisciplinaire. Il peut s'agir donc de médecins qui sont en reconversion professionnelle. Souvent, ce sont des médecins de soins qui se reconvertissent donc à la santé au travail. On peut également avoir des infirmiers en santé au travail. Ce sont donc des infirmiers qui suivent une formation spécifique en santé au travail. Et on a également donc les intervenants prévention risque professionnel. Donc, on les appelle les IPRP. Donc, ces IPRP peuvent avoir des compétences spécifiques en ergonomie, en risque chimique. Ils peuvent également être psychologues. Et leur place est particulièrement importante pour se compléter aux compétences des médecins et des infirmiers pour venir en aide justement aux entreprises pour bien évaluer les risques professionnels. En effet, donc les SPST normalement établissent donc ce qu'on appelle la fiche d'entreprise. Donc dans la fiche d'entreprise sont renseignés donc les risques professionnels et le SPST peut être force de proposition pour proposer des actions ciblées en fonction des risques professionnels dans le but de diminuer justement ces risques professionnels. Merci Christine Manteau. Vous restez avec nous, on revient à vous dans un instant. Marina, je voudrais qu'on revienne sur le document unique. Comment la loi du 2 août 2021 l'a-t-il impacté? Et je crois qu'on a quelques évolutions à ce sujet. Effectivement. Première évolution, c'est l'élargissement des contributeurs possibles. En particulier le CSE et la CSSCT si elle existe, Commission Santé Sécurité au Travail. Et puis, en deuxième position, le salarié désigné compétent s'il existe dans l'entreprise. On a également la possibilité de solliciter le service de prévention et de santé au travail. On l'a vu aujourd'hui, une belle illustration. Et puis, les branches professionnelles. Il y a une deuxième évolution importante à noter qui va concerner le contenu en fait, du document unique. Alors, le contenu évolue dans le sens plutôt du plan d'action. C'est-à-dire, pour les entreprises de plus de 50 salariés, on va demander un PAPRI-Pacte, programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, assez détaillé. Et puis, pour les entreprises de moins de 50 salariés, une liste des actions de prévention sera adjointe au document unique. Et puis, chose importante, le CSE est consulté maintenant sur le document unique et sur ses évolutions successives. Donc, on en est à deux. Troisième évolution importante, cela concerne la conservation et l'archivage du document unique. Depuis le 31 mars 2022, ce document unique et ses versions successives sont conservés obligatoirement pendant au moins 40 ans. Donc, conservez bien vos documents uniques à partir de maintenant. Et puis, l'archivage, il va être organisé à partir du 1er juillet 2023, une plateforme numérique, un portail numérique pour l'archivage du document unique pour les entreprises de plus de 150 salariés. Et puis, à partir du 1er juillet 2024, donc 1er juillet 2023 pour les plus de 150, 1er juillet 2024 pour les moins de 150, là, il y aura cette ouverture de portail pour l'archivage. Et oui, c'est échelonné. Marina Séché, on se garde le 5e point, peut-être. Vous vouliez compléter sur le 4e? Oui, la mise à disposition, pardon. Eh bien oui, c'est notre 4e point. Oui, la mise à disposition qui est élargie également de ce document unique, puisque au-delà des destinataires habituels, on a les anciens salariés de l'entreprise qui vont pouvoir avoir maintenant accès au document unique pour la période qui les concerne, sur le poste de travail en fait qui les concerne. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau, ainsi que l'obligation de fournir ce document unique au service de santé, au service de prévention et de santé au travail. Dimension très collaborative d'ailleurs, dans tout cela, on se garde, je le disais, ce 5e point de côté, on y revient tout de suite Marina. Je voudrais qu'on vous présente dans une vidéo, tournée justement par Franca Dudou, l'illustration de cette démarche en entreprise. Regardez. Voilà, il y a deux manutentions qui sont fortes. Alors, est-ce que le plan de travail est adapté? Est-ce qu'il a la bonne longueur? Le poids des gamelles, c'est pas gênant, par contre, le poids des assiettes. Les questionnements peuvent être multiples, souvent des questions ouvertes. C'est l'interaction avec les salariés qui nous permet directement d'envisager aussi d'autres pistes. L'adaptation pour un poste en travaillant en situation de handicap, la qualité aussi de l'interaction entre les différents agents, et puis d'éventuelles sources d'efficacité à rechercher. C'était une bonne idée d'avoir mis à contribution les membres du CSE pour les visites du site. C'est ce qui nous a permis aussi de rencontrer les salariés, de pouvoir échanger, de rassurer aussi les salariés de notre présence. Ils ont pu parler librement, sans contrainte,
Lors de ces visites, nous avons pu constater que certains centres, étaient dans les préfabriqués. On avait encore des préfabriqués, sans clim, sans volet, sans point d'eau, très mal isolés. Bref, nous espérons multiplier d'autres visites pour permettre à nos salariés de travailler dans de bonnes conditions avec l'aide du document unique. Donc, Éléonore Wadji, je suis trésorière du CSE et je suis aussi à la commission CSSCT. Donc l'intérêt d'aller sur site, c'est tout d'abord d'aller à la rencontre des salariés. Le plus important, c'est de les rassurer en arrivant, parce que c'est vrai que nous, ils avaient un peu peur, ils étaient plutôt sur la réserve au départ. Ils pensaient que c'est plutôt une inspection, en fait, qu'on allait juger leur travail, juger leurs conditions de travail, alors qu'on n'était pas du tout là dans cette optique. C'était plutôt pour être plus à même de voir les conditions de travail, les petits soucis qu'il peut y avoir, qui peuvent être tout simples à réparer, à modifier, mettre de la rubalise sur une marche pour éviter de tomber, de chuter dessus, mettre des volets parce que le soleil tape toute l'après-midi, vraiment tous des films protecteurs sur les vitres pour éviter gagner quelques degrés en chaleur et puis donc c'est vraiment des petits détails que nous on peut constater et qui peuvent être réglés très très rapidement. Et puis d'autres choses qu'on a pu pointer du doigt, qui sont un peu plus compliquées, mais qui se feront après dans le temps. Et